comprendre le réel, c'est comprendre que le réel, ça n'est pas se poser la question, est-ce que c'est le sujet qui détermine l'objet? Est-ce que c'est l'objet qui détermine le sujet? Est-ce que c'est la matière qui détermine l'idée? Est-ce que c'est l'idée qui détermine la matière? Tout ça a été aboli dans la radicalité de l'idéologie allemande et des fameuses thèses sur Feuerbach. L'histoire est le produit de relations sociales dans le devenir historique. C'est pas le judéo-protestantisme qui explique la révolution anglaise de Cromwell. C'est le développement du capital dans le cadre d'une société anglaise particulière, avec une féodalité spécifique, qui a produit un mode de crise de la féodalité anglaise qui fait qu'à un moment donné, le judéo-protestantisme d'Amsterdam et le judéo-protestantisme de Londres vont se retrouver dans une unité supérieure qui est l'expression du devenir du capital. C'est pas le protestantisme à un moment donné qui permet le devenir du capital. C'est le devenir du capital à un moment donné qui fait que le protestantisme surgit. C'est ce que Marx dit dans une formule célèbre. Derrière toute l'histoire du protestantisme, c'est finalement l'histoire du capitalisme en essor. Donc, comprendre le réel, ne jamais tomber dans les pièges de l'indistinction qui voudraient que nous reproduisions les séparations qui nous traversent pour ne point comprendre ce qui objectivement se passe. C'est pareil. Un autre exemple, puisque nous sommes aux portes de la Vendée, les guerres de Vendée. Qu'est-ce qui fait que dans la cartographie politique et insurrectionnelle des guerres de Vendée, certaines zones sont blanches ou certaines zones sont bleues? C'est pas parce que la femme à Dupont va beaucoup à l'église ou que Durand est bigot. Il existe une architecture des profondeurs dans la vie sociale. Et Marx montre que les zones de communautés de paroisses relativement archaïques, qui sont donc dans des situations où la vraie vie agraire d'antan a été protégée, vont massivement défendre la communauté de paroisses contre les pâteaux des villes, la révolution bourgeoise de l'accaparement des terres. Donc, si vous prenez la limite entre la Vendée militaire et les zones du Poitou ou des Mauges qui vont être républicaines, c'est pas un problème d'émotion intérieure, c'est un problème de pratique sociale. C'est en fonction de la réalité sociale du tissu paysan, en fonction des degrés d'autonomie ou justement déjà d'accaparement par la ville, que le phénomène est compréhensible. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un historien qui n'a jamais lu Marx, mais qui s'est spécialisé dans ce travail-là, qui s'appelle Paul Bois, qui a écrit un petit bouquin en chant-flammarion qui est passionnant, qui s'appelle Paysans de l'Ouest. Et alors même qu'il n'a pas lu Marx, il confirme sur le terrain, par un travail qui a duré des années et des années, que ce qui fait qu'un village est bleu, ou ce qui fait qu'un village est blanc, c'est cette découpe spécifique qui fait que les zones où la paysannerie va être bleue, c'est les zones où la déstructuration communautaire du tissu rural a déjà mis le village sous la dépendance de la ville à travers des activités connexes de tissage qui font que la centralité rurale a déjà été en situation de dissolution. On retrouve exactement la même problématique pour le Gard. Qu'est-ce qui fait que dans le Gard, j'ai des zones paysannes relativement archaïques et traditionnelles qui vont rester sur un fond catholique traditionnel et qui, au moment des guerres de religion, se retrouveront dans la Ligue, et que j'ai par exemple les zones du Haut-Gard, la région d'Alès, qui basculent dans le protestantisme avec ce que l'on retrouvera plus tard dans la guerre des Camisards. Le type qui est camisard, il n'est pas camisard parce que subjectivement, quelque chose s'est déclenché dans son cortex. Il est camisard parce que dans le tissu social de cette paysannerie d'Alès, qui est déjà sous la dépendance des tisserands urbains, on a une paysannerie qui n'est plus la paysannerie classique de la vieille rente foncière traditionnelle qui s'apparentait à la reproduction de la catholicité d'avant. Donc, il n'y a pas de mystère. Où je comprends que tout ce qui forme notre substrat psychologique profond, matériel, allégorique est le résultat d'une pratique sociale, où je comprends rien. Je m'imagine qu'il y a des idées comme ça qui dominent le monde. Il y a des idées, il y a des gens qui ont des projets. Et puis ce projet, à un moment donné, dans une cabale, dans un messianisme, dans une organisation, il le plaque sur le monde. Non, aucun projet ne se plaque sur le monde. Il y a le monde d'une pratique sociale historique particulière à un moment donné, qui rend nécessaire que les choses aillent dans ce sens et dans ce sens-là. Le mondialisme n'existe pas. Ce qui existe, c'est le mondialisme de la marchandise.
Le mondialisme n'existe pas. C'est le mondialisme de la marchandise tel que Marx l'a développé dès les textes de 1840-1844. La marchandise est un vampire qui s'empare du monde, qui chosifiera nos existences, qui réifiera nos imaginaires, qui piétinera nos sexualités, qui abrutira toutes nos filiations pour que chacun d'entre nous devienne une res abrutie et égarée sur le marché de la chosification universelle. Et ça, c'est la marchandisation en tant que le mondialisme et le mondialisme du marché et le mondialisme de la marchandisation. Et si des gens ont des projets messianiques de marchandisation et de mondialisme, c'est parce qu'il y a la marchandise. Il n'y avait pas de projet mondialiste messianique en 1250 ou en 1350 ou en 1460, hormis dans certaines sectes, hors champ. Pour que la matérialisation d'un projet de marché mondial eût été possible, il fallait que le développement du capital ait rendu à un moment donné, non seulement possible, mais inéluctable, la marche en avant. Et c'est ce que Marx montre dans le Capital. À un moment donné, on a créé les États-nations parce qu'il fallait détruire les marchés de pays, les économies locales, on disait les pays, il a fallu créer le marché, l'État-nation. Mais l'État-nation, c'est la domination formelle du capital. Ça n'est pas le capital achevé. Le capital achevé, dans la domination totalitaire de la démocratie, de la valeur d'échange absolue, c'est la domination réelle de la valeur sur la totalité du monde qui détruit la politique, qui détruit les États, qui détruit les nations et qui fait de la marchandise le monothéisme universel de la marchandise totalitaire. Vous lisez le Capital, vous lisez les Grundrisse, tout ce qui se passe aujourd'hui en 2018 est posé, clairement analysé, parce que tout ce qui se passe là a été prévu par les groupes radicaux qui, au sein de la Première Internationale, défendaient le projet d'émancipation radicale. Donc, j'attire votre attention sur la méthode, c'est-à-dire que comprendre le réel, c'est comprendre la méthode, le méta-odos en grec, le chemin. Il y a un chemin objectif qui s'appelle le mouvement réel des forces productives en devenir, qui explique que ce qui se passe doit se passer comme il se passe au moment où il se passe, dans les configurations historiques de ces lieux de passage. Donc ça, c'était le préambule de méthode.